Bon après-midi, dit Scrooge. Malgré tout, le neveu quitta la pièce sans un mot de colère. Il s'arrêta à la porte d'entrée pour présenter ses vœux de fin d'année au commis. Bien qu'il eût très froid, ce dernier montra plus chaleureux que Scrooge, car il les lui rendit cordialement. Alors là, en voilà un autre, marmonna Scrooge, qui l'entendit se déplacer. Mon commis, avec ses 15 shillings par semaine. Une femme, des enfants. Qui parle d'un joyeux Noël, là, hein? Il y a de quoi se retirer chez les fous. En allant reconduire le neveu de Scrooge, le dément en question avait introduit 2 autres personnes, des messieurs corpulents et l'air avenant. Ils étaient à présent dans le bureau de Scrooge. Ouais, chapeau bas, des registres et des documents à la main, ils le saluèrent. Scrooge et Marley, si je ne m'abuse, dit l'un d'entre eux en consultant sa liste. Est-ce Monsieur Scrooge ou Monsieur Marley que j'ai le plaisir de m'adresser? Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, répondit Scrooge. Et il aura tout juste 7 ans ce soir même. Nous n'en doutons pas que sa générosité me soit bien représentée par son associé survivant, hein, dit l'inconnu en tendant son autorisation de quête. C'était le cas, car les 2 associés avaient vécu comme des âmes sœurs, au mot fâcheux de générosité. Scrooge fronça les sourcils, secoua la tête et rendit l'autorisation au visiteur. En cette période de fête, Monsieur Scrooge, dit celui-ci en prenant la plume, il est plus souhaitable qu'à l'ordinaire de recueillir un léger secours pour les pauvres et les indigents qui souffrent grandement à cette époque de l'année. Des milliers d'entre eux manquent du plus strict nécessaire. Des centaines de milliers sont privés des petits plaisirs de la vie. N'y a-t-il pas de prison? Hein? Demanda Scrooge. Oh, ce n'est pas cela qui manque, hein, dit l'étranger, en reposant sa plume. Ah. Et les asiles des pauvres, continua Scrooge, fonctionnent-ils encore? En effet, ils fonctionnent encore, répondit l'autre. J'aimerais pouvoir dire qu'il n'en est plus ainsi, d'accord, hein? Et le moulin de discipline et la loi sur les pauvres sont-ils toujours bien en vigueur? Dit Scrooge. Ils ont fort à faire tous les 2. Oh, j'avais craint, d'après ce que vous me disiez d'abord, que quelque chose ne fût venu entraver la bonne marche de ces ultimes institutions. Je suis très heureux d'apprendre que tel n'est pas le cas, dit Scrooge. Nous sommes néanmoins quelques-uns à trouver que la multitude n'y trouve guère de réconfort, moral ou physique d'ailleurs, au sens chrétien du terme. Hein. Nous nous efforçons donc de réunir de fonds destinés à acheter aux pauvres de la nourriture, des boissons et de quoi se réchauffer. Hein. Nous choisissons cette époque parce que c'est de toute l'année celle où le besoin se fait le plus vivement ressentir et où l'abondance triomphe toujours, hein, partout. Pour quelle somme vais-je vous inscrire, hein?
Pour aucune, répondit Scrooge. Vous désirez rester anonyme, hein? Je désire qu'on me laisse tranquille. Mais puisque vous me demandez ce que je désire... puisque vous me demandez ce que je désire... Mais puisque vous me demandez ce que je désire, voici ma réponse, monsieur. Personnellement, je me passe des réjouissances de Noël, hein, et je n'ai pas le moyen d'aider les gens oisifs à se réjouir. Je contribue à l'entretien des établissements dont je vous parlais tout à l'heure. Ils coûtent assez cher comme ça. C'est là que doivent aller ceux qui sont dans le besoin. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas malheureusement et beaucoup d'autres qui aimeraient mieux mourir en fait. S'ils aiment mieux mourir, reprit Scrooge, qu'ils ne se gênent surtout pas. Cela diminuera l'excédent de population. Au reste, excusez-moi, hein, je ne suis pas au courant. Mais, vous pourriez l'être, fit remarquer le monsieur. Hein. Ce ne sont pas mes affaires, reprit Scrooge. Un homme a bien assez avec ses propres affaires sans aller se mêler de celles des autres. Les miennes me prennent de mon temps. Bon après-midi, monsieur. Voyant clairement qu'il serait inutile d'insister, les deux inconnus se retirèrent. Scrooge se remit au travail, de plus en plus content de lui et d'une humeur plus enjouée qu'à son ordinaire. Cependant, le brouillard et l'obscurité s'épaississaient tellement, mais tellement, que l'on voyait des gens, une torche allumée à la main, courir en tous sens et proposer au cocher de les guider en marchant devant les chevaux. On cessa de voir la tour fort ancienne d'une église, dont la vieille cloche renfrognée n'arrêtait pas. La sournoise d'épiait Scrooge par une fenêtre gothique pratiquée dans le mur. Dans le nuage, elle se mit à sonner. Dong, les heures, dong, et les quarts, qu'elle fit suivre des vibrations frémissantes, comme si elles avaient les dents qui claquaient là-haut, dans sa tête glacée. Le froid se fit plus intense. Dans la grande rue, au coin de la cour, des ouvriers qui réparaient les conduits de gaz avaient allumé un grand feu dans le brasero, autour duquel s'était formé un groupe d'hommes et des gamins déguenillés qui, d'un air ravissant, se réchauffaient les mains et clignaient des yeux devant la flamme. On avait délaissé la pompe à eau dont le trop-plein rancunier se figea avant de former un bloc de glace misanthrope. La lumière brillante des magasins, les branches et les baies de houx craquaient et la chaleur des lampes dans les vitrines jetait un reflet rougeâtre sur le visage pâle des passants. Le commerce de volailles et les épiceries étaient devenus un splendide divertissement, un magnifique spectacle qu'il était, pour ainsi dire, impossible d'associer avec l'idée ennuyeuse de négoce et de vente. Du haut de sa puissante forteresse de maison house, le lord maire ordonnait à sa cinquantaine de cuisiniers et sommeliers de fêter Noël comme il se doit dans les maisons d'un lord maire. Quant au petit tailleur qu'il avait condamné le lundi précédent à une amende de 5 shillings pour avoir arpenté les rues ivre et assoiffé de sang, il tournait dans sa mansarde le pudding du lendemain, tandis que sa maigre épouse, leur bébé dans les bras,
sortait acheter la pièce de bœuf. Et le brouillard et le froid redoublaient encore plus. Un froid vif, pénétrant, mordant. Si le bon Saint-Deustan avait seulement pincé le nez du malin avec un peu de ce genre de temps, au lieu de se servir des instruments qu'on connaît, pour le coup, ce dernier en aurait poussé des hurlements. Le propriétaire, d'un jeune né de rien du tout, rongé et mâchonné par le froid, vorace comme os rongé par les chiens, se baissa devant le trou de serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël, mais au premier son de « Eh, oh, eh, Dieu vous bénisse, joyeux monsieur, que rien votre cœur ne vienne effrayer !» Scrooge saisit sa règle de façon si énergétique que... Scrooge saisit la règle de façon si énergétique que le chanteur s'enfuit terrifié, abandonnant le trou de la serrure au brouillard et plus approprié encore au givre. Enfin, arriva l'heure de fermer le bureau. À contre-cœur, Scrooge descendit. Il descendit de son tabouret et le fit savoir tactiquement à son commis qui attendait avec impatience dans la citerne. Aussitôt, ce dernier éteignit la bougie et mit son chapeau. Et vous allez prendre votre journée complète demain, hein, je suppose, dit Scrooge. Si cela vous convient tout à fait, monsieur. Cela ne me convient nullement, et ce n'est pas juste. Si du coup, je vous retenais une demi-couronne, vous vous estimeriez lésé, hein? Je suis prêt à parier. Le commis acquiesça un sourire. Et pourtant, dit Scrooge, vous n'estimez pas que c'est moi qui suis lésé lorsque je vous paie une journée à ne rien faire. Le commis lui fit remarquer que cela n'arrivait qu'une seule fois par an. La belle excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre, dit Scrooge, eh bien... Ah oui, dit Scrooge en boutonnant son par-dessus jusqu'au menton. Mais je suppose qu'il faut bien vous donner la journée, hein, tout entière. C'est ça? Tâchez d'arriver d'autant plus tôt le lendemain matin. Le commis, le premier, et Scrooge sortit en grommelant. En un clin d'œil, le bureau fut fermé. Les deux extrémités de son café blanc pendant au-dessous de sa ceinture, car l'homme ne pouvait se targuer de posséder un par-dessus. Le commis s'en alla faire une glissade sur la pente du Cornil à la suite d'une bande de gamins. Il refit cette glissade une vingtaine de fois en l'honneur de la veille de Noël avant de rentrer à toutes jambes chez lui à Camden Town pour y jouer à Colin Maillard. Scrooge prit son triste dîner dans sa triste taverne où il mangeait d'ordinaire après avoir lu tous les journaux et charmé le restant de la soirée grâce à son livre de contes. Il rentra se coucher. Il habitait un logement qui avait d'autrefois appartenu à Feu, son associé. C'était une enfilade, des pièces lugubres, qui faisaient partie
d'une grande bâtisse sombre, située au fond d'une cour. Et cette bâtisse avait si peu de raisons de se trouver là qu'on ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'elle était venue s'y blottir. Un jour que, dans sa jeunesse, elle jouait à cache-cache avec d'autres maisons et que par la suite, elle n'avait pas su retrouver la sortie. Car personne, hormis Scrooge, n'y habitait. Tous les autres appartements étaient loués comme bureaux. La cour était si sombre que Scrooge lui-même, qui en connaissait pourtant le moindre pavé, était obligé de devancer à tâtons. Le brouillard et le givre enveloppaient si bien le vieux porche noir de la maison qu'on avait l'impression de voir le génie de l'hiver assis sur le seuil, plonger ses mornes méditations. Alors voilà. Le fait est qu'il n'y avait absolument rien de particulier dans le marteau de porte, sinon qu'il était trop gros. Le fait est aussi que Scrooge le voyait chaque jour, matin et soir, depuis qu'il s'était installé là, qu'en outre il possédait aussi un peu de ce qu'il est convenu d'appeler de l'imagination, que n'importe quel habitant de la cité de Londres, y compris même, osons le mot, la municipalité au grand complet, conseillers et membres des guildes en livrée inclus également, que l'on garde bien à l'esprit l'idée que Scrooge n'avait pas repensé une seule fois à Marley depuis qu'il avait cet après-midi même fait allusion à son ancien associé dont la mort remontait à 7 ans. Qu'on m'explique alors, si l'on peut, comment il se fait qu'au moment où Scrooge introduisit sa clé dans la serrure, il vit dans le marteau en question sa moindre transition. Non plus un simple marteau, mais le visage de Marley. Le visage de Marley. Et il n'était pas plongé comme les autres objets dans la cour, dans une ombre impénétrable. Au contraire, il paraissait baigné d'une lueur sinistre, comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'exprimait ni colère, ni cruauté. Il regardait Scrooge comme Marley avait eu coutume de le faire. Ses lunettes, fantomatiques, relevées sur son front de fantôme. Les cheveux bougeaient d'étranges façons, comme par l'effet d'un souffle ou d'une vapeur chaude. Et les yeux, quoique grands ouverts, demeuraient parfaitement immobiles. Cette circonstance ajoutée à la couleur livide du visage rendait le tout horrible. Mais cette horreur semblait exister indépendamment de ce visage, hors de son contrôle, sans émaner de son expression propre. Alors que Scrooge considérait fixement ce phénomène, Pardon.